Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va à nouveau parler de réseaux sociaux et d'un article de The Conversation qui s'appelle TikTok et la santé mentale des ados, les alertes de la recherche. Donc comme vous savez, je trouve que c'est un sujet qui est passionnant, sachant que c'est vu en général par des adultes qui ne sont même pas sur les réseaux. On a pu le voir avec la commission d'enquête qui a invité des vidéastes et influenceurs et on voit à quel point ils sont déconnectés du monde numérique et ils n'y connaissent rien du tout. Ils ont des questions qui sont complètement à côté, même si l'intention de fond est de savoir quoi faire des réseaux sociaux vis-à-vis de l'influence réelle que ça a sur les jeunes. TikTok est l'un des réseaux sociaux les plus populaires chez les adolescents. Selon les études des chercheurs, la plateforme reconfigure les repères attentionnels, ça c'est intéressant, reconfiguration des repères attentionnels, affectifs et cognitifs, avec un impact important sur leur santé mentale et leur construction perso. Les témoignages de familles endeuillées ont démontré les conséquences parfois tragiques d'une exposition non encadrée. En novembre 2024, par exemple, 7 familles françaises ont assigné TikTok en justice accusant l'application de promouvoir des contenus favorisant les troubles alimentaires, l'automutilation, le suicide, ciblant particulièrement les jeunes utilisateurs. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas assez les réseaux sociaux et notamment TikTok, vous avez ces algorithmes qui, une fois que vous avez vu ou regardez un certain temps un contenu, encore plus si vous l'avez liké, vous allez avoir des contenus qui s'y associent et du coup, quand on va sur anorexie, quand on va sur suicide ou autre, on va commencer à avoir une vidéo sur 5, puis de plus en plus, si on passe du temps dessus, une vidéo sur, 10, 5, puis après 3 et 2, qui va ne parler que de ce sujet-là pendant un laps de temps. Donc, ça fait rentrer dans une boucle cognitive, émotionnelle et autres, où la seule information directe que l'on a, c'est celle d'autres personnes qui, en plus, sont des personnes d'à peu près du même âge que soi. Du coup, ça a plus d'impact que l'adulte qui, en général, en phase adolescente, est relégué à j'ai pas confiance et je suis en train de développer ma propre personnalité, donc j'ai pas besoin de l'adulte. Parmi ces cas, 2 ados de 15 ans se sont suicidés et 4 ont tenté de le faire. Ces affaires illustrent les risques d'une exposition prolongée à des contenus nocifs, d'autant plus que les utilisateurs fragiles reçoivent jusqu'à 12 fois plus de contenus mortifères, suicide et automutilation, et 3 fois plus de contenus nuisibles, troubles alimentaires, anxiété. Mais ils en reçoivent parce que derrière, ils ont regardé un moment où ils ont liké. C'est vraiment un temps d'algorithme, même si on ne like pas, il va y avoir les algos qui reviennent. Par contre, si on ne like pas, ils ne reviennent pas en boucle. C'est-à-dire qu'il va y avoir des phases où il n'y a plus l'info. Donc, si la personne y est intéressée ou est curieuse, elle peut tomber dans quelque chose qui est hyper complexe pour le cerveau. Et là, on parle des ados, mais c'est pareil pour les adultes, dépressifs ou autres. En mars 2025, une commission d'enquête parlementaire à laquelle nous avons remis un rapport scientifique dans le cadre d'une contribution citoyenne, s'est penchée sur les effets psycho de la plateforme sur les mineurs. Elle a offert une reconnaissance institutionnelle des constats jusque-là cantonnés à des cercles académiques. Au-delà de sa portée symbolique, la commission d'enquête permet de faire émerger plusieurs nouveaux éléments dans le débat public. Elle a mis en lumière le rôle central de l'algorithme, ce que je vous disais il y a quelques instants, dans la fabrique des vulnérabilités psychiques des mineurs. Elle porte également la discussion sur les propositions concrètes opérationnelles, renforcement du contrôle parental. Donc là, c'est cool parce que on voit que cette team de scientifiques elle propose des solutions. Après, appliquer des solutions, c'est chaud, surtout qu'on a laissé pleine liberté et qu'aujourd'hui, on sait contourner à peu près tout parce que le numérique a déjà des réponses, en tout cas des solutions potentielles à proposer. Paramétrage horaire des usages, meilleure éducation à la critique et des environnements numériques, ça franchement j'y crois pas du tout. En fait ça fait des années que ça existe, même au tout départ ça s'appelait NTIC, je crois que c'était nouvelle technologie de l'information et de la communication, on avait des cours en ça dans les années 2000, 2001, 2002, pour savoir comment ça fonctionne. Moi j'étais même allé chez le début d'Amazon en France pour qu'ils nous expliquent comment on était orienté à choisir tel bouquin, tel truc, tel machin. Donc tout ça, ça n'a pas donné de petit. En tout cas, il y a peut-être à faire, en tout cas il n'y a pas à enlever, mais il n'y a pas à faire peut-être plus, il y a peut-être à faire mieux. Tout en faisant émerger certaines réflexions déjà connues du monde académique, comme les normes identitaires, genrées et antisémites véhiculées par les plateformes. Mais
Au-delà des constats admis, troubles de l'attention, fatigue mentale et perte d'estime de soi, une question persiste. Que savons-nous réellement de ce que TikTok fait aux adolescents? Et que reste-t-il à comprendre? Comment TikTok capte l'attention et façonne l'identité des jeunes? Et je reviens sur cette notion-là, c'est façonner l'identité des jeunes qui est important. Si vous regardez aujourd'hui beaucoup de jeunes qui passent à l'acte sur des actes violents, on peut enlever là sur Chalon, où apparemment lui n'était pas beaucoup sur les réseaux, mais la plupart du temps ils sont beaucoup sur les réseaux, et du coup il y a un filtre et une proximité au possible et à la défiance de l'autorité, ce qui est normal chez un ado, qui est surdéveloppé, et en plus vu qu'il n'y a pas en tout cas de retour immédiat de ce qui est fait, type harcèlement, ils se disent ça fonctionne, pourquoi pas continuer? Si en plus je peux le partager sur les réseaux, ça va me faire potentiellement de l'argent. Pensez-y, il y a toujours de l'argent qui peut être derrière entre influence et argent. Comme le montrent de récentes études, l'anxiété croissante chez les jeunes est nourrie par l'exposition à des contenus violents, sexualisés ou humiliants, mais aussi par une dynamique de comparaison sociale continue. Cette exposition engendre un narcissisme fragile, fondé sur le paraître au détriment de l'être et alimente des formes d'addiction comportementale. On revient vraiment sur cette notion-là. Les likes, c'est des strokes. Les commentaires, c'est des strokes. Ça donne une vie dans le virtuel qui a un impact dans le réel. Et parfois, faire toutes ces conneries, se filmer, ce qu'on a vu beaucoup, par exemple, avec le PSG, avec la victoire du PSG, ça donne une crédibilité, une j'y étais, regardez c'est des fous, plein de choses qui nourrit un petit peu la personne, se dit j'existe au travers de ces folies, au travers de ce que j'ai fait ou ce que j'ai pu filmer, etc. Il est désormais clairement mis en évidence qu'en enfermant des jeunes dans une boucle de contenu anxiogène et stéréotypé, la logique de personnalisation devient elle-même un facteur de risque. L'algorithme ne se contente pas de recommander, elle structure les parcours intentionnels en fonction des interactions de chacun, enfermant les jeunes dans des spirales de répétition émotionnelle. Remplacer le mot jeune aussi par moins jeune. Les adultes et même des personnes âgées peuvent avoir cette notion-là. Les personnes âgées vont avoir moins ce problème-là parce qu'il y a moins de contenu de personnes âgées, mais dans les décennies à venir, si on continue sur ces modèles-là, il y en aura, parce que c'est un marché. Parce que c'est un marché d'attention, et c'est un marché de temps, et c'est un marché qui a de l'argent, les personnes âgées. Bien que là, ils galèrent un peu avec les retraites. Il est désormais clairement mis en évidence qu'en enfermant... Mais certains travaux de recherche invitent à approfondir l'analyse de TikTok au-delà des seuls contenus diffusés, en l'abordant comme un dispositif structurant. Des notions comme la désintermédiation éducative, le panoptique inversé et la souveraineté cognitive permettent de penser les plateformes comme des environnements qui modulent les repères attentionnels, identitaires et sociaux, souvent à l'insu de l'utilisateur. Avant, il y avait comme figure d'autorité, même si elle était beaucoup remise en question par le jeune et par l'enfant, oui, et par le jeune encore plus, qui permettait d'avoir un filtre sur l'info. Alors, l'adulte n'avait pas toujours raison, loin de là, mais l'adulte pouvait en gros protéger au maximum ou éviter certains sujets, d'ailleurs parfois un peu trop longtemps. Du coup, il y avait une orientation, une espèce de tunnel éducatif à un moment donné. Là, il n'y a plus du tout ça avec les réseaux sociaux. Les travaux en psychologie cognitive et sociale montrent que les technologies reposant sur le défilement infini et la récompense immédiate perturbent l'attention et modifient le rapport à l'émotion. Effectivement, c'est ce que moi je vous appelle, je parle régulièrement de saturation et de mise en transe, ce qui fait que même les émotions qui vont être vécues, vu qu'elles bougent très vite, c'est très compliqué et à vivre et à structurer. En l'espèce, TikTok agit comme un raccourci affectif remplaçant la réflexion par l'impulsion. Ça, c'est vraiment très intéressant. Sachant que la réflexion, en plus, nous demande plus d'énergie et notre cerveau est en économie d'énergie. Donc l'impulsion, c'est plus kiffant, surtout s'il y a un feedback immédiat de satisfaction. De plus, les normes implicites de visibilité, de beauté, de viralité imposent une esthétique de la reconnaissance qui façonne les représentations de soi. Ça, c'est super dur. Déjà,
Quand nous, les X, on était à l'école, il y avait les beaux et les pas beaux, surtout à l'adolescence. On reconnaissait ceux qui étaient beaux gosses, belles gosses, et ceux qui l'étaient pas. C'était assez easy. Et c'était déjà dur pour les personnes qui étaient pas forcément... qui n'avaient pas encore forcément fini leur adolescence, ou même qui étaient un peu moins jolies que d'autres. Là, c'est à longueur de temps, avec des normes en plus qui sont tellement chaudes, tellement impossible à avoir et tellement retravaillé, ou en tout cas chercher d'être travaillé d'une certaine façon, que c'est dur pour les gamins. Quand on voit que les adultes déjà ils en sont encore là, la recherche montre qu'elles accentuent la comparaison sociale, l'anxiété, l'estime de soi conditionnée à la validation numérique, les strokes, notamment chez les ados étant surexposés à des modèles filtrés bien souvent irréalistes. Pensez ados, mais aussi les adultes. Sur TikTok, les contenus émotionnels, pseudo-scientifiques et anxiogènes, donc là on commence à avoir un petit peu aussi la désinformation, on commence pas, il y en a beaucoup, circulent sans hiérarchie ni médiation éducative. On revient sur cette problématique-là. C'est pour ça que ça prouve que, ok, ça circule, mais on n'a donc pas correctement éduqué à la base. Pourtant, on connaît les réseaux sociaux depuis 2010, et il y a quand même une génération absolue qui ne connaît pas et qui n'arrive pas à avoir de recul. Donc l'éducation au numérique est dysfonctionnelle. Il faut peut-être reprendre complètement l'idée. Cette désintermédiation cognitive bien documentée dans la recherche sur les réseaux sociaux fragilise la capacité critique des jeunes où l'influence tend à remplacer l'enseignement. L'influenceur tend à remplacer l'enseignant. Cette logique est analysée dans la lignée évolutive sur la panoptique par le concept de panoptique assistée par ordinateur et de panoptique inversée dont on comprend qu'en l'espèce, les jeunes se surveillent eux-mêmes pour exister dans l'espace numérique. Et on revient sur cette distance de l'adulte par rapport à tout ça. Quand TikTok remplace l'école, une crise invisible du savoir, l'attention est souvent abordée comme un simple mécanisme cognitif, mais elle est aussi une ressource stratégique captée et exploitée par les plateformes numériques. Souvenez-vous, on revient toujours, c'est un temps de cerveau disponible. Le moment où Moujotte a sorti ça, il a tout dit. C'est du temps pour du coca, c'est du temps pour continuer à consommer TikTok, Instagram et toutes les pubs et toutes les notions capitalistiques qu'il y a derrière. N'oubliez pas, il y a quand même derrière tout ça de l'argent, l'envie de se faire des thunes. En sciences de l'information et de communication, elle est analysée comme un rapport social structurant façonné par des logiques de captation continue. Ce n'est donc pas seulement la concentration des jeunes qui est en jeu, mais leur rapport au temps, à la présence et à la possibilité d'une pensée critique. La construction du soi sur TikTok se fait à travers des codes viraux, des filtres esthétiques, des modèles performatifs. Mais quelle est la nature exacte de cette exposition? Que signifie se montrer pour exister, se conformer pour être visible? Bon, le questionnement là se pose sur TikTok, mais ça fait depuis, je pense, la nuit des temps que tout le monde se pose cette question par rapport au groupe. On est grégaire, on veut ressembler, on veut être aimé, on veut être apprécié. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste que ça arrive très vite, qu'il y a moins de temps, justement, d'absorption. Quand tu rentrais chez toi, t'avais pas la connexion avec tes potes ou rarement avec un téléphone fixe quand il y en avait un à la maison. Alors pour la génération d'avant, il n'y avait même pas. Donc c'était quand on se voyait, point. Il y avait l'école, il y avait en dehors de l'école, il y avait ces temps. Là, il n'y a plus de temps. C'est là que l'on comprend que l'adolescent est profilé, influencé à son insu. Maintenant, les ados sont pas des abrutis, vu que ça fait que d'être répété, ils s'en doutent bien, mais ils sont pris dans la boucle, et ça c'est assez différent. Ils ne décident plus de dire stop parce qu'ils se sentent addicts à. Il devient dans cette dynamique d'algorithme à la fois spectateur, producteur et marchandise. Cette logique révèle d'un état de sous-veillance, une forme de surveillance douce et invisible. L'environnement numérique n'impose rien frontalement, mais oriente subtilement ce qu'elle faut être, montrer et ressentir. Un point qui reste à documenter finement chez le public mineur. Par ailleurs, TikTok ne hiérarchise pas les discours, les témoignages, émotions, faits, récits, discours politiques, tout coexiste dans un même flux. Cette indifférenciation de régime de discours produit une confusion cognitive permanente, persistant, que les jeunes finissent par intégrer comme norme. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant, parce qu'effectivement, même si je pense qu'il va y avoir des moments où ils sont sur des thèmes, on reparle sur les trucs comme l'anxiété et autres, c'est vrai qu'ils peuvent passer d'un discours positif, d'un truc de quelqu'un qui fait une danse, pour après retourner dessus. Et c'est vrai que
ça doit pas être évident pour le cerveau d'enchaîner des thèmes comme ça, hyper disparates, et qui mettent pas dans les mêmes états psycho ou cognitifs. Or, la délégitimisation progressive du savoir structuré au profit de la viralité affective pose un enjeu démocratique de premier ordre. Enfin, une autre dimension rarement abordée concerne la territorialisation des algorithmes TikTok. Ils ne proposent pas les mêmes contenus ni les mêmes logiques de personnalisation selon les pays et les contextes culturels. L'algorithme reflète et parfois accentue les inégalités d'accès à l'information et la priorité idéologique. Cela invite à s'interroger. Là, on voit que c'est aussi un outil donc marketing, mais c'est un outil politique. Ce que TikTok révèle de nos vulnérabilités numériques. TikTok concentre les logiques les plus puissantes du numérique contemporain, captation d'algorithmes, personnalisation affective, exposition identitaire et des intermédiations éducatives. Il est désormais important de comprendre comment il agit, ce qu'il transforme et ce que ces transformations révèlent de nos propres vulnérabilités affectives. Loin des reproches moralisantes ou strictement réglementaires, une lecture interdisciplinaire invite à repenser la question autrement: comment armer les jeunes cognitivement, socialement et symboliquement face à ces environnements. Je rappelle, c'est pas que les jeunes, comment on doit vivre avec maintenant ces algorithmes, comment psychiquement on peut se préparer, comment on peut se rendre compte qu'on est en train de déconner par rapport à ça. C'est le cas pour tout le monde, pas que les ados, mais bien sûr c'est les jeunes qu'il faut protéger, c'est le but des parents, parce que sinon, si c'est pas les parents, c'est pas l'éducation qui s'en occupe, ça sera les algorithmes, et vous inquiétez pas que les algorithmes et les autres, ils sont pas là pour amener vers le bien, le bon, l'amour et le positif. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.